Vous écoutez Pensée en couleurs, le podcast qui propose de remettre de l'esprit critique au quotidien pour sortir du mode noir ou blanc et explorer une palette colorée de nuances, pour reprendre le contrôle de vos pensées et actions et pour recréer des liens et du dialogue. Je suis Maya Ayal et je vous offre ici des outils. À vous de voir ceux qui vous parlent et de vous les approprier. Bienvenue dans Rencontres, des épisodes où j'invite des personnes qui ont travaillé sur des sujets liés à l'esprit critique et qui viennent nous livrer leur regard, leur compréhension et aussi, comme toujours, des outils que vous pourrez utiliser au quotidien. L'idée étant d'inviter des personnes avec des propositions variées pour que vous puissiez trouver dans tout ça ce qui vous convient à vous. Bonne écoute! Bonjour Séverine, très contente de te recevoir sur ce podcast. Bonjour. Alors, je te présente brièvement, je te laisse te présenter après. Donc, Séverine Palkovic, tu es psychologue sociale et chercheuse. On est actuellement dans ton bureau dans ta fac d'Aix-Marseille et tu as écrit plusieurs livres que j'ai lus et que je recommande chaleureusement. Donc, qui est Au cœur de l'esprit critique, petit guide pour déjouer les manipulations. Il est super concret et enfin c'est très complet aussi pour ceux que ça intéresse pour aller plus en profondeur, c'est hyper intéressant. Donc est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur ce que tu fais actuellement, tes recherches? Alors effectivement, je suis psychologue, mais donc je suis maître de conférences en psychologie sociale, donc je suis enseignant-chercheur. Donc oui, le premier bouquin que j'ai écrit que tu as mentionné, donc Au cœur de l'esprit critique, parle en fait de la façon dont on peut développer son esprit critique, de manière à pouvoir être plus libre dans les décisions que l'on prend. Donc en fait, je vais parler dans cet ouvrage, par exemple des biais cognitifs, dont on entend beaucoup parler en ce moment, mais pas seulement, de la rhétorique par exemple, de la façon dont on peut être influencé par des discours ou par des raisonnements que l'on peut même tenir soi-même, en pensant s'inscrire dans une certaine logique, mais pour autant, la logique présente parfois des pièges. Et ouais, on peut se laisser prendre par ces pièges. Par exemple, le fait de se dire: «Tiens, on entend dire, ça à cet extrême et puis, ça, telle autre chose, à l'autre extrême». Il doit y avoir un peu des 2. En fait, ce n'est pas nécessairement le cas parce que des fois, la vérité peut se retrouver aussi à l'un ou l'autre des extrêmes. Il n'est pas toujours entre les 2. Bon, ça, c'est le biais du juste milieu. Je rajoute ici une petite correction à la demande de mon invité. Le juste milieu n'est pas un biais, c'est une moisissure argumentative. Voilà, et donc bon, ça c'est un exemple, donc la rhétorique, mais il peut y avoir aussi des dimensions qui relèvent du contexte, qui vont nous amener à être induits en erreur, des dimensions qui relèvent de la personnalité, et plein donc de variables qui en fait relèvent de la psychologie sociale notamment, dont on ne parle pas très souvent. C'est l'occasion. Donc, voilà, l'ouvrage est ancré dans le champ de la psychologie sociale. Super. Et justement, donc là aujourd'hui, j'allais te proposer de réfléchir à la question donc assez large de comment on peut repenser librement, comment on peut retrouver une pensée plus autonome en dehors des étiquettes. Alors, dans ton livre justement, tu parles du processus d'étiquetage, qui peut être à la fois nous-mêmes nous apposer des étiquettes, donc nous cataloguer. Ça peut être aussi de l'extérieur, donc on nous impose des étiquettes et c'est très lié avec mes motivations aussi pour ce podcast parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être plus de mal en ce moment aussi à retrouver cette liberté et qu'on a plus tendance à rapidement se cataloguer ou cataloguer les autres. Alors déjà, est-ce que tu peux nous définir un peu ce processus d'étiquetage, à quoi ça correspond? Alors, le fait de dire par exemple à une personne, tu es une personne généreuse. On pourrait se demander mais d'où ça vient? Parce que est-ce qu'il existe vraiment des personnes qui sont généreuses et d'autres qui ne le sont pas? Donc quand on regarde déjà la façon dont nous nous construisons en tant qu'individus, il faut savoir qu'il y a une bonne part de contexte dans ce que nous sommes et que nous devenons. Ce contexte peut être lié au hasard, aux circonstances qui vont nous offrir ou non des possibilités de développement
dans de multiples directions données. Et il peut y avoir aussi effectivement une petite part de génétique. Je vais donner un exemple tout bête, hein, mais peut-être qu'au niveau de la génétique, on va avoir une disposition qui va faire qu'on va être plus ou moins tendu. Et en fonction, voilà, peut-être de notre niveau basique de résistance au stress, à l'anxiété, on va développer certaines choses ou d'autres. Bon. Donc, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis? Et en tout cas, du côté de l'acquis, eh bien, on peut penser déjà, par exemple, ne serait-ce qu'à l'éducation. Ouais. Si tu as un enfant qui développe un mauvais comportement, par exemple, il va taper sa sœur, Mmh. tu peux lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es méchant. Ouais. Et quand tu vas ainsi le qualifier de méchant, donc tu vas poser une étiquette sur lui Ouais. et tu vas peut-être l'amener à concevoir donc qui il est au Ouais. travers de cette étiquette. Ouais. Et au travers d'un seul comportement, en fait, on généralise. C'est Oui. aussi ça. Et si au contraire tu dis: «Non, mais que viens-tu de faire? Ce que tu as fait, c'est méchant. Mais Mmh. toi, tu n'es pas quelqu'un de méchant, Oui. donc il ne faut plus faire ce que tu as fait. Ça, c'est répréhensible, c'est pas bien, Ouais. c'est mal. Mais par contre, voilà, j'attends de toi qu'à l'avenir, tu ne reproduises pas ce type de comportement parce que tu es quelqu'un de bien». Mmh. Et donc, en faisant ça, on fait quoi? On vient poser donc une autre étiquette qui, cette fois, est positive sur la personne Ouais. pour l'aider à s'approprier une bonne image d'elle-même et s'approprier aussi les bons comportements. Mmh. Parce que quand on dit à une personne, à un enfant que c'est une personne qui est une personne, voilà, quelqu'un de bien, Mmh. cette personne, on lui donne la possibilité de modifier ses comportements antérieurs Que ça pour tendre, corresponde, à cette voilà, vers étiquette-là. quelque chose de positif. Mmh. Et nous sommes extrêmement conditionnés parce que parfois, ben, nous ne savons pas qui nous sommes, nous sommes un peu en recherche, et d'ailleurs, il y a cette illusion selon laquelle tout serait inscrit en nous, dans une sorte d'inconscient, en fait, Mmh. inaccessible et qu'il faudrait, pousser pour qu'il se révèle, Mmh. creuser. L'idée du destin un peu aussi. Ah, il peut y avoir aussi des croyances de ce type, mais Mmh. même ne serait-ce même que dans le champ de la psychologie, il y a plein de gens qui vont croire aussi à cette idée d'un inconscient caché, hein. C'est l'une des hypothèses de la psychanalyse. Ouais. Sauf que, en fait non, il n'existe pas un inconscient de ce type, sachant à la recherche duquel on devrait partir et qui nous amènerait à nous trouver, à nous réveiller. Mmh. En fait, On a des processus cognitifs qui sont inconscients, plus ou moins, alors oui, il y a des modes automatisés. de fonctionnement dont nous sommes tributaires. Mmh. Ça oui. Mais par contre, justement, ce qu'on ne connaît pas, c'est la façon dont ces modes de fonctionnement vont nous conditionner pour nous amener à tirer des conclusions sur qui nous sommes. Ouais. Alors qu'en fait, c'est comme ça relève du hasard, du contexte ou alors de ce que nous pourrions nous-mêmes décider de développer, on a beaucoup plus de liberté que ce qu'on pense et nous sommes beaucoup plus conditionnés que ce que nous pensons. Je vais Mmh. te donner un exemple, hein. Donc une personne qui est, au départ, on va dire qu'elle n'est ni introvertie ni extravertie, mais si elle, allez, elle sort une blague et sauf que ça tombe à plat. Mmh. On lui fait un feedback négatif, elle se dit: «Bon, bah, finalement, je suis pas très à l'aise Ouais. dans ce rôle-là», et elle va avoir tendance à ne pas, reproduire, L'expérience, ouais, d'autres, elle voilà, va pas expériences du retenter. même type Mmh. et à peut-être petit à petit, hein, si on vit ça jeune, on n'est pas très à l'aise et on va plutôt développer un profil, introverti. Mmh. Alors ça n'explique pas la raison pour laquelle les gens sont introvertis, hein, il peut y avoir plein d'autres Oui. raisons. Là, c'est un exemple, induit par le contexte. Ouais. Par l'expérience. Exactement. Mmh. Alors que si on se dit: «Bah, tiens, je vais, moi j'ai envie, parce que je préférerais en fait, ressembler aux personnes extraverties, je serais plus à l'aise parce que là, il y a quelque chose qui me manque, je suis insatisfait», donc on peut très bien commencer par développer des comportements extravertis. Mmh. Alors au début, peut-être qu'on va se ramasser totalement parce que nos blagues seront peut-être pas de meilleure qualité, mais Mmh. au bout d'un moment, ça pourra venir et puis on va, par l'action, Ouais. en venir à se définir autrement et à s'approprier de nouvelles étiquettes qui Mmh. vont dans le sens de ce que l'on fait. OK. Et ça permet d'acquérir
plus de liberté parce qu'on vient acquérir de nouvelles représentations de soi. La recherche en fait des étiquettes qu'on veut. Oui, mais par contre, en passant par l'action. Ouais. D'ailleurs, au niveau, j'ai envie de dire, des théories qui relèvent de la psychologie, je peux par exemple mentionner Bem en 1972 avec la théorie de l'auto-perception. Ok. Il décrit un individu en fait qui pour qualifier en fait ce qui se passe va analyser la situation qui est autour de lui, son propre comportement, ce qu'il ressent et se poser par exemple la question suivante, qu'est-ce que je dois penser pour faire ce que je fais dans cette situation-là. Et donc, par exemple, je peux donner un exemple très concret. Ouais. Comment on peut l'utiliser? Imaginons que vous ayez un oral à développer. Donc, ce sont les premières minutes qui sont les plus impactantes. Ouais. Donc, si tu commences au début de ton oral par jouer le bien-être, tu vas réussir à te persuader toi-même du fait que tout va bien parce que si tu joues le bien-être, donc toi, tu regardes, tu observes, ceux qui sont face à toi, ils ont l'impression que tout va bien. Ouais. Donc, tu renvoies une image selon laquelle tout va bien. Et même ton corps, il va être... toi-même. Voilà, c'est ça. Ton corps, tu le mets dans des dispositions telles qu'en fait, il joue vraiment le bien-être. Et donc, et tu vas te dire, mais finalement, tout va bien. Et tu vois, donc, voilà. Donc, je pense que déjà le comportement, puisqu'en fait, c'était au départ l'une de tes questions, comment faire pour arriver à reprendre la main sur la façon dont on est dans des cases. Mais déjà en se projetant nous-mêmes dans les directions dans lesquelles on veut aller par l'action. Ça, c'est on va dire que ça peut être le premier point. Le deuxième point, se rendre compte du fait que les autres, ceux qui viennent nous qualifier, nous juger, on peut effectivement être impacté et s'engager dans cette direction-là, ou on peut s'être engagé dans cette direction-là, alors qu'au départ, c'était peut-être arbitraire et que les gens auraient peut-être pu énoncer les choses un peu différemment. Alors, on aurait pu nous dire, effectivement, ce que tu as fait, c'est pas bien, mais toi, t'es pas comme ça. Et d'ailleurs, on pourrait se dire, tiens, mais il y a un peu de manipulation derrière, c'est artificiel. Ben oui, mais en fait, c'est pas tant de la manipulation dans le sens où ça peut être de l'éducation. Donc effectivement, on peut utiliser ce genre de technologie dans le champ de l'éducation pour aider les enfants à se développer positivement. Donc il y a une manipulation, il y a dans le sens où il y a on va dire c'est une technologie comportementale. Ça oui. Mais il peut ne pas y avoir de manipulation au sens intention cachée parce que en fait, on sait aussi que l'étiquetage, les gens procèdent à des étiquetages de façon très spontanée, très naturelle et très souvent sans même avoir conscience du fait que en faisant ce qu'ils font, en disant ce qu'ils disent, ils vont influencer avoir un impact ceux sur la qui sont personne. la cible de ces étiquetages. Et alors, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, ça arrive encore plus, on balance des mots peut-être encore plus facilement que si on a la personne en face. Et c'est aussi le cas aussi, alors j'allais te poser la question sur l'effet Barnum, donc cette manière de peut-être rentrer dans des définitions qu'on découvre. Par exemple, sur les réseaux, je sais pas, on va avoir tout ce qui est astrologie ou je sais pas, un concept comme l'hypersensibilité ou des choses comme ça. Et parce qu'on a découvert cette définition, on va peut-être avoir tendance à se l'appliquer ou à l'appliquer à des personnes autour de nous plus facilement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que alors voilà, ma question c'était aussi sur le fait qu'on a beaucoup plus accès à beaucoup de contenu et du coup peut-être qu'on a plus cette tendance à voir beaucoup de définitions et à se les appliquer à soi et aux autres. Ah oui, j'y vois déjà au moins 2 points. Sur les réseaux sociaux, les processus d'étiquetage peuvent être renforcés parce que, par exemple, quand les uns vont juger les autres et qui rendent public leur jugement, en fait, le fait que ce soit rendu public, ça donne plus de poids encore au jugement. Et donc, ça lui donne plus de force. Donc voilà, ça c'est le premier point et ça pourrait toucher dans le champ de la psychologie à ce qu'on appelle la théorie de l'engagement. Avec le caractère public de l'acte. Je sais pas si imagine, tu vois, un échange entre je sais pas, un père et son fils. Il lui dit non mais tu es méchant là. Ça a pas la même valeur s'ils sont rien que tous les deux que si en fait il le dit devant tous ses petits copains. Tu vois, voilà. Donc déjà il y a
Après, effectivement, ce que tu énonces, c'est le nombre d'étiquettes disponibles Oui, et que les gens sont susceptibles de partir s'approprier et justement à la recherche d'eux-mêmes. mmh, Et l'effet Barnum, ça consiste en fait à se reconnaître dans des descriptions qui sont vagues, oui, mais suffisamment générales pour que tout le monde presque puisse s'y retrouver. ouais, Et donc, on va faire l'erreur de penser que ce qui est décrit, énoncé, ça parle de nous. ouais. Surtout quand c'est positif. Donc on a Oui. peut-être envie aussi de se mettre cette étiquette, c'est quelque chose d'agréable. Alors, ça peut dépendre de notre grille de lecture parce que Mmh. tu peux aussi avoir un effet Barnum quand tu es hypocondriaque et que tu vois Ah un oui, tableau, tu vois, de symptômes, et cetera, et pour ouais, aller choisir non pas une étiquette de personnalité, mais à te dire j'ai telle maladie, oui, tu vois. Donc, ça peut fonctionner aussi dans ce sens-là. ouais. Dans le champ de l'astrologie aussi, on va te donner l'effet Barnum, ça peut être ça aussi. On va te dire bah, vous êtes comme ci, comme ci, comme ça, Mmh. et tu dis ah, bah, tiens, oui, tiens, ça me ressemble. Ouais, Ouais. Et donc ouais, tu parlais d'hypersensibilité, là pour le coup, par exemple, on a effectivement, des éléments dans lesquels on peut tous se retrouver. mmh, Si on dit, à une personne: «Bah ouais, vous êtes plutôt sensible». En réalité, nous sommes tous sensibles. mmh. Alors à des Si on est degrés humain, différents, mais oui, normalement. on peut quand même effectivement se dire, hem, enfin qu'on l'est au moins un peu, donc on Mmh. peut ça peut nous parler ou à certains moments de notre vie, enfin donc et ouais, là et alors peut-être que si tu parlais des conséquences, c'est ça que ça pouvait Alors avoir? voilà, si Ouais. on reprend, cette histoire de liberté, du coup, de penser, librement, est-ce que s'imposer ces étiquettes, c'est problématique selon toi, d'un point de vue de liberté? Oui, c'est très problématique. Alors, si je pars de l'hypersensibilité, par exemple. Imaginons qu'une personne, se sente pas forcément bien et cherche à comprendre pourquoi elle ne se sent pas bien, qu'on vienne lui proposer, cette interprétation, cette étiquette d'hypersensibilité qui serait, une dimension de personnalité. La personne va dire: «Mais oui, c'est moi Mmh. et voilà donc pour quelle raison, je souffre, je Ouais. suis mal». Et puis, une fois qu'on a une explication, en général, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est la fin de l'histoire. Mmh. Et là, pour le coup, bah, au vu de la nature de l'étiquette, c'est une caractéristique de personnalité, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bah, rien, si ce n'est que, au final, c'est le monde qui est trop cruel, moi je ne peux rien faire, j'ai cette perception des choses, Ouais, ça nous enlève à du fleur de contrôle. peau, Ouais. exactement, et dire: «Bon, comme je ne peux pas changer le monde, eh ben, je suis en quelque sorte destinée à souffrir», et puis Mmh. ou alors même si derrière on me dit: «Mais du coup, je vais en faire une force, hein». Ouais, non, on peut se dire 2 minutes. Est-ce qu'il y aurait pas une façon de faire les choses et de penser les choses autrement, qui nous permettent de sortir de ça et d'avoir plus de contrôle et surtout d'être plus en adéquation avec la réalité? Ouais. Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'en général, les personnes qui, heu, peuvent avoir comme ça une extrême sensibilité, je vais plus parler justement d'hypersensibilité, bah, il peut s'agir de personnes qui, à un moment de leur vie, Mmh. ont des problèmes de gestion émotionnelle. Ça peut être un surplus d'anxiété ou la personne a peut-être été agressée de façon, répétitive, ou alors elle est tellement fatiguée, il y a un trop plein, enfin, et il peut y avoir des fois du coup de vrais, éléments qui relèvent de la psychopathologie, Mmh. du type, dépression ou autre quoi, enfin, et donc c'est pour ça qu'on voit souvent des quand on se penche, sur ceux qui se disent, hypersensibles, on voit des éléments d'ordre psychopathologique associés. OK. Et ça peut être juste temporaire, hein. Mais du coup, plutôt que de se dire qu'on est hypersensible, le fait d'aller voir de façon plus large et surtout en adéquation avec la science, parce que ne serait-ce même que l'hypersensibilité du fait d'un effet Barnum, enfin c'est un peu tout et n'importe quoi, Ouais. hein, tout le monde on pourrait presque tous s'approprier cette étiquette. Heu, En fait, voilà, ne pas se contenter d'une étiquette qui n'est pas valide parce que n'importe qui pourrait s'en emparer, et en plus elle ne vient pas expliquer les raisons pour lesquelles en fait on est dans l'état, Oui, dans lequel on est. ça nous aide pas, en Donc fait, cette exactement. étiquette-là. Arriver à une vision plus juste des raisons pour lesquelles on est dans l'état dans lequel on est, et quand on a trouvé, heu, mettre en œuvre, les moyens qui peuvent nous permettre de vraiment nous sortir de cet état Mmh. qui est désagréable, ou pour aller mieux, et cetera. Comme par exemple, pourquoi pas, je sais pas, si on est en dépression, par exemple, faire appel à un psychologue dans le champ des thérapies, Mmh. cognitivo-comportementales,
qui va nous aider des fois, ça peut être nous reconstruire, ou travailler notre assertivité, l'estime de soi, enfin, voilà, plein de choses qui vont dans ces directions-là. Et puis voilà, surtout cette question de la gestion émotionnelle. Et donc là, on a un véritable outil. Ouais. Et là, du coup, on est plus proche de qui on est censé être. Enfin, parce que dans le cas d'un faux, entre guillemets, diagnostic, on nous met dans une case et finalement, on devient prisonnier de cette case. Ouais. Et c'est pareil, en fait, pour finalement, la plupart des utilisages parce que, par exemple, ne serait-ce même que l'astrologie, elle est aussi. On va te dire: «Tu es Bélier, donc tu es comme ci, comme ci, comme ça, tu es têtu», par exemple. Qui dit en fait que, non, tu n'es pas particulièrement têtu, tu as juste envie, par exemple, quand tu t'exprimes, de pouvoir, énoncer ce que tu as à dire. Et si, à chaque fois que tu le fais, ton entourage te dit: tu insistes parce que tu es têtu», peut-être qu'on t'empêche tout simplement de t'exprimer, ou on te donne une image de toi qui est fausse. Et voilà, en pensant que tu es têtu parce que peut-être on peut des fois adhérer soi-même à des idées de ce type. On s'emprisonne soi-même, on contribue à l'emprisonnement. Peut-être que si on nous dit, qu'on est c'est ainsi, c'est dans notre nature, on peut ne pas développer, des qualités qui pourraient, par exemple, contrebalancer, l'étiquette qu'on nous a donnée du type, je sais pas, si tu dis que tu es têtu, que c'est comme ça, si on te demande d'être un peu plus à l'écoute, peut-être qu'il y aurait besoin que tu sois un peu plus à l'écoute, mais que n'importe qui pourrait développer ça. Mais toi, tu dis: «Non, pas la peine, de toute façon, moi, tu sais très bien que je suis Vu que je suis Bélier, de toute façon, je peux pas. Et voilà, c'est ça. Ouais. C'est se limiter aussi, se mettre des blocages, finalement. Mais on ne se limite pas que dans la connaissance de soi. Là, pour le coup, on va aussi se limiter, dans les relations qu'on peut avoir avec les autres. Parce que, par exemple, dans le champ de l'astrologie, tu peux te dire: «Ah les Béliers sont compatibles avec tel signe, mais pas avec tel autre», et cetera. Donc ça peut conditionner, non tes seulement la vision relations. qu'on a de nous-mêmes, mais la vision qu'on a des autres. Donc nos jugements, et finalement, sont des visions de nous-mêmes qui sont dysfonctionnelles. Donc connaître, ce qui relève de fausses croyances, là, par exemple, dans le champ de l'astrologie, mais aussi connaître la façon dont, l'individu en vient à en avoir des images de lui-même. Donc là, on est vraiment dans le champ de la psychologie sociale. Exercer son esprit critique pour pouvoir voir, à quel moment ça dysfonctionne quand, on vient, plaquer tel jugement, ou comprendre pourquoi on se doit ou pas de tirer telle conclusion. Par exemple, dans le champ de l'hypersensibilité, comprendre pourquoi ce n'est pas de la science, et être capable de faire du tri aussi, par exemple, dans la connaissance de soi, entre les différentes disciplines de la psychologie qui peuvent nous accompagner dans la démarche, de façon valide. Parce que ça a du sens. Voilà. Pardon, la phrase a été super longue, mais pour dire que tout ça, ce sont des points sur lesquels on peut s'appuyer pour éviter de penser un peu n'importe quoi, à la fois sur soi-même et sur les autres. Juste pour revenir sur l'hypersensibilité, du coup, parce que je sais qu'il y a des psychologues qui donnent ce diagnostic-là. Toi, tu le considères pas scientifique, c'est ça? Alors, faut savoir qu'il y a pas mal de psychologues qui ne sont pas calés dans le champ de la méthodologie, qui n'ont pas une rigueur scientifique, et du coup, qui sont à côté de la plaque. OK. Ouais. Ce qui complique encore plus la chose, parce que si tu veux avoir un psychologue, tu penses qu'il est expert dans ces sujets-là. Je ne dénigre pas la psychologie ni tous les psychologues, pas du tout. Par contre, effectivement, il y en a qui ne sont pas au point. Je peux donner un exemple, par exemple, sur la question du HPI. Ouais. Ah oui, ça, c'est une grande mode aussi. Et oui. On au entend potentiel intellectuel. beaucoup dire que les personnes qui sont HPI, là aussi, on a des étiquettes, sont malheureux. Et en fait, ils sont malheureux, ils sont en échec scolaire, que ils sont voués en fait à une vie plus difficile. Et il y a pourquoi au départ, il y a quelques bouquins qui ont eu beaucoup de succès au sein du grand public. Je vais en citer un. De Hans Fachin, Trop intelligent pour être heureux. Ah, sympa. Oui. Alors, que s'est-il passé? C'est qu'en fait, pour l'écrire, Hans Fachin s'est basé sur les personnes qu'elle recevait en cabinet. Mais le problème, c'est que elle ne recevait en cabinet que les HPI,
Bah, qui était pas bien. n'était pas bien, exactement. Et donc, tu C'est pas vois, on parlait de représentatif de toute la méthode, population. exactement, de méthode, de science. C'est qu'en fait, bah, les personnes qu'elle a reçues ne sont pas représentatives Mmh. de la population HPI en Mmh. France. C'est-à-dire que ce n'est qu'un tout petit échantillon. Et quand on prend, par exemple, bah, un échantillon d'enfants très très large, donc et ça a été fait, et notamment on peut avoir aussi, il y a Nicolas Gauvrit, Franck Ramu, qui en parlent, qui sont penchés sur la question. Il y a eu qui ont fait des études aussi là-dessus. Tu prends, voilà, plein d'enfants au CP, tu fais passer des tests, tu repères les enfants qui sont HPI, et puis ceux-là, tu les suis au CE1, CE2, Ouais. ça jusqu'à après le bac, et tu vois de quelle manière ils se développent. Tu regardes plein de dimensions très objectives, Ouais. leurs résultats scolaires, le redoublement, peut-être voilà la façon dont ils interagissent avec leurs copains, copines, etc. Tu compares avec d'autres Leur enfants, insertion j'imagine. sociale, etc. Oui. Ouais. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que, bah, au contraire, le fait d'être HPI, ça permet d'être mieux en fait, dans quasiment tous les points. Donc Bonne nouvelle pour voilà, les tout à HPI. fait, c'est ça. OK. Et c'est d'autant plus important à savoir que du coup, quand il y a une personne qui va pas bien, si on fait une recherche, on dit: «Oh, vous êtes HPI», bah, là encore, si on lui dit: «Vous êtes mal parce que vous êtes HPI», Mmh. au lieu de se dire: «Bah, au contraire, la science m'informe qu'en étant HPI, finalement, je dispose de davantage de capacités d'adaptation Ouais. pour me sortir de mes problèmes». Là, avec les fausses croyances sur les HPI, ces fausses étiquettes qui ont été apposées à cause de biais méthodologiques, Ouais. les enfants, même les parents vont se dire: «Oh mon Dieu, c'est la fin du monde», et après souvent d'ailleurs, ils vont dire: «Ah les HPI sont hypersensibles», enfin, bon, tu vois? Donc pareil, parce que les HPI en fait comme les autres, dans leurs difficultés peuvent, souffrir de n'importe quoi, tu vois? Ils peuvent être, je sais pas, la cible de harcèlement, Oui, c'est des ils peuvent êtres être humains aussi comme les exactement, autres, ouais. mais du coup, c'est pas sur le HPI qu'il faut, se focaliser, Mmh. c'est sur le reste. Oui. Et d'ailleurs, je suis cosignataire, pardon, d'une tribune, je viens d'y penser, qui est sortie dans l'Express et qui énonce le fait que justement, il faut faire très attention à ces bêtises qui sont dites dans le champ du HPI parce qu'en fait, on Mmh. passe à côté de plein d'autres choses et on met les personnes des fois qui sont, heu, identifiées comme étant HPI, parce qu'on peut pas parler de diagnostic, hein, c'est pas un diagnostic, le HPI. OK. On les met en danger parce qu'en fait, On les on va pas conditionne, regarder en ce fait. qui se passe à côté. Ah oui, Ouais, non d'accord. seulement effectivement on les conditionne parce Mmh. qu'on les prive de la liberté, d'être autrement que de conforme à ces stéréotypes-là, Ouais. hein. Il y en a qui vont des fois se construire avec cette idée que: «Oh mon Dieu, oui, je suis hypersensible, alors que c'est faux, Mmh. et on va pas prendre en charge, Correctement leurs oui, problèmes, ouais. effectivement pour y apporter des réponses adaptées. J'ai envie de te poser une question, un peu différente, vu que tu es psychologue social, tu as intérêt à ton avis, sur le sujet. Est-ce qu'il y a du coup des étiquettes qu'on se met, bah, plus au niveau du groupe? Du coup, voilà, pour se dire: «Voilà, moi j'appartiens à tel groupe» et bah, quel lien là encore avec, la liberté? Ouais. Est-ce que ça nous empêche de développer une pensée autonome ou pas? Alors effectivement, bah, c'est en ce sens, là je renvoie au fait que se former à l'esprit critique, à la psychologie, notamment psychologie sociale, ça peut permettre d'être plus libre parce qu'effectivement, on est, assujetti à une multiplicité de conditionnements. Et là, pour le coup, bah, ça me fait penser à ce qu'on appelle, au biais de favoritisme endo et exogroupe. Ouais. Par exemple, on va avoir tendance à favoriser l'endogroupe, Ouais. c'est-à-dire le groupe Notre auquel on groupe, appartient dans nos jugements, mmh. et à discriminer, l'exogroupe. Mmh. Et du coup, oui, si on aura tendance ainsi à plaquer des étiquettes davantage positives, sur le groupe auquel on appartient, et Mmh. puis, de l'autre côté, à moins apprécier, ce qui est fait, ce qui est dit, à le traiter différemment, à Mmh. traiter l'information d'une façon, moins rationnelle, enfin, donc oui, donc nécessairement on va pas les qualificatifs, vont pas être, les mêmes qui sont apposés d'un côté ou de l'autre, et on se prive de cette liberté parce que de la liberté qui pourrait consister à se dire: «Bah, vivons tous ensemble et puis, rendons justice aux uns et aux autres en fonction de la nature de ce qu'ils disent, Oui, font, pensent», argument, oui, il et y a là peut-être des points de voilà, vue intéressants de l'autre c'est côté ça. aussi, ouais.
Et en fait, on va au contraire, on risque d'occulter les bons arguments que De l'autre groupe. l'exogroupe et de favoriser parfois des arguments qui ne sauraient pas se faire retenir, tout simplement parce qu'ils émanent du groupe auquel on appartient. Et alors, comment on sort de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sortir de ces réflexes-là? Alors, je dirais que dans un premier temps, enfin pas dans un premier temps, parce que l'idéal c'est de tout faire un peu en même temps, surtout qu'en fait, il y a beaucoup à faire, mais oui, développer ses connaissances. Quand je parle de connaissances, l'idée c'est d'avoir des connaissances solides sur un peu tous ces sujets-là, qui relèvent par exemple de notre traitement de l'information, hein, donc ce qui relève de la métacognition. Ouais. Avoir des informations aussi qui relèvent de la culture générale et notamment à être capable de voir qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui en a pas sur la base de critères méthodologiques, par exemple ceux qui relèvent de la science. Moi d'ailleurs, je ne pourrais m'exprimer que dans le champ de la science parce que si tu me demandes de m'exprimer, je sais pas moi, Sur dans le champ l'histoire, de l'économie ou ouais. l'histoire, voilà, je suis pas compétente du tout. Oui. Mais par contre, dès lors qu'en fait, il y a la possibilité de mobiliser des méthodes scientifiques, ça peut devenir dans une certaine mesure accessible au grand public, Oui. tu vois? Et donc voilà. Donc il y a ça, il y a s'approprier des connaissances, s'approprier des connaissances sur la façon dont nous traitons l'information, donc des connaissances qu'on va qualifier de méta, Oui. des métaconnaissances. Et une fois qu'on sait tout ça, on va être davantage capable de faire du tri. Et ce tri, alors ce qu'on a vu au niveau des dimensions de personnalité, c'est qu'il y en a qui ont favorisé le développement de l'esprit critique, parce que l'esprit critique, en fait, son objectif, c'est justement d'aider, de favoriser ce tri, en fait, ça, pour être capable de faire un tri pertinent. Donc la curiosité, ça favorise en fait le développement de l'esprit critique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es curieux, justement, tu t'exposes à plein d'éléments d'information et ça te permet d'avoir plus d'informations à traiter pour arriver peut-être derrière à voir quelles sont les conclusions que tu peux tirer. Mais la curiosité, ça ne suffit pas. Parce que si tu t'exposes en même temps à plein d'informations, il y en a qui de sont nature moins fiables. Totalement. Tu risques aussi d'être influencé par des contenus délétères. Ouais. Donc, il faut aussi développer un goût pour la vérité. Ça aide parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas essayer de vraiment chercher à savoir dans le tas qu'est-ce qui fonctionne pas. Parce que par exemple, si tu as pas ce goût de la vérité, tu peux juste te dire: «Oh, ah ouais, j'ai vu ça, bah, tiens, ça me plaît». Ouais. Et tu J'ai peux envie rester d'y croire, exactement. ouais. Tu peux rester sur ce qui te séduit et à quoi tu as été exposé. Mais là, l'idée, c'est d'aller au-delà de ce qui nous plaît pour pouvoir chercher ce qui est juste. Ouais. Ça, c'est le deuxième point. Tu as aussi ce qui relève dans ce qu'on appelle de l'humilité, et notamment l'humilité épistémique, c'est-à-dire être capable de concevoir le fait que au niveau de l'information, je ne sais pas tout, on ne je sait ne pas peux pas. forcément. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on est être capable de remettre en question ce que l'on sait pour essayer d'évaluer au mieux les arguments qui nous sont présentés. Et donc, bien sûr, après cette évaluation, il faut la faire de la façon la plus juste possible. Donc, ça implique plein d'autres connaissances méta. Par exemple, dans mon bouquin Au cœur de l'esprit critique, je parle de l'échelle de niveau de preuve. Oui. Le fait de savoir, par exemple, qu'un jugement subjectif, une expérience personnelle, ça a moins de sens que, par exemple, qui se rapporte au jugement de l'expert. Mais l'expert, le problème, c'est qu'il y a aussi des experts parfois qui risquent de dire n'importe quoi. Par exemple, je te parlais de certains psychologues qui pouvaient être dans l'erreur. Donc, comment on fait pour aller au-delà de ce que nous dit l'expert? Il faut en fait, quand on est très intéressé par une question, peut-être creuser davantage, faire l'effort. Ça peut prendre du temps. Oui, on peut pas faire ça sur tout. De se renseigner davantage pour comprendre sur la base de quels critères on peut retenir ou exclure une idée et voir au-delà des experts, si déjà les experts entre eux sont inscrits dans un consensus. Et s'il n'y a pas de consensus, essayer de comprendre pourquoi et voir, en général, il y a un consensus, mais justement voir où est le consensus. Et attention, le consensus, c'est pas entendre dire que tiens, oui, je connais 3 psychologues différents qui parlent de HPI comme malédiction. C'est vraiment peut-être d'aller voir, de chercher et rapidement, en fait, on finit par tomber sur les contenus que j'évoquais de Franck Ramul, Nicolas Gavrit ou autres,
Donc voilà, chercher, et ne pas hésiter avec courage à aller à l'encontre de ce qui nous plaît Ouais. ou aussi à chercher de l'information contradictoire. Oui. Ouais, tu parles de courage. Alors, si on revient sur cette histoire de groupe, Ouais. donc ça peut provoquer une dissonance cognitive Cognitive, justement ouais. de faire l'effort de penser contre son groupe. Ouais. Alors, comment on gère ça? C'est pas toujours facile. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, oui, quand on est exposé à de l'information inconsistante ou quand on est surpris par rapport à ses attentes ou quand on n'est pas très content de ce qu'on trouve, Ou même par rapport à ses croyances, justement, son ouais, identité parfois. ouais, Mmh. se rendre compte, par exemple, si on se penche sur l'astrologie, alors qu'on adore ça et qu'on se rend compte du fait que ça ne marche pas, on pourrait avoir tendance à se dire: «Oui, mais non, moi je pense parce que mon expérience personnelle» et puis parce Mmh. que on en entend partout parler, alors que ça, c'est par exemple la preuve sociale, Ouais. enfin, et par exemple, pouvoir se demander quels sont les arguments, sur lesquels, nous fondons nos croyances, en analyser la nature et du Ouais. coup se rendre compte du fait que ça tient pas. Déjà faire cette démarche-là, c'est quelque chose de, voilà, de très courageux Ouais. et surtout, enfin, vraiment se méfier de soi-même parce Mmh. qu'on va vraiment avoir tendance souvent, à tout faire pour essayer de préserver Ouais. nos croyances. On a des mécanismes de défense. Mmh. Ouais, alors attention, j'utiliserai pas forcément le terme de mécanisme de défense, mais OK. pour une raison toute bête, c'est qu'en fait, c'est plutôt un vocabulaire qui est issu de la psychanalyse OK. et la Ouais, psychanalyse je étant savais une pas. pseudo-science, tu OK. vois? Donc je vais les mettre plutôt de côté. Voilà. Tu l'appellerais Mais ça tu appellerais ça comment? bah, on a tout simplement des mécanismes qui vont, par exemple, nous amener à, nous concevoir nous-mêmes comme étant consistants, Ouais. tu vois? On va essayer de rester, Avoir une dans une cohérence. rationalité. Ouais. Donc il va y avoir des processus de Mmh. rationalisation de nos engagements antérieurs, de nos comportements, tu vois? Et donc l'idée, c'est, voilà, d'assurer, il va y avoir, voilà, une lutte, motivationnelle, on va dire, pour préserver, un ensemble ou des microsystèmes, tu vois, Oui. auxquels on tient. Et alors, ben, là, en fait, oui, ça peut impliquer une gêne, et des fois, ça peut impliquer aussi, par exemple, peut-être, imagine, je sais pas, tu as plein d'amis, qui croient aussi à Bah oui, c'est ça. l'astrologie. Tu te Et mets si aussi, toi, tu te dis tu finalement que ça t'exclus. marche plus, Ouais. exactement, tu auras moins de choses à leur dire, Mmh. tu pourras moins interagir avec eux. Donc des fois, ça peut toucher à des choses qui sont très sensibles pour toi parce que tu tiens à ces personnes. Et effectivement, si tu abandonnes la croyance, bah, de facto, tu vas t'éloigner de ces personnes parce qu'on est aussi en relation avec les gens en fonction de ce qu'on partage avec eux. Oui. Donc sauf si on trouve d'autres éléments sur lesquels on arrive à échanger, à continuer de partager. Mais voilà, on va pas être forcément là. Mmh. Mais la vérité, j'ai envie de dire, avoir accès aux informations qui sont pertinentes, les plus justes, et cetera, ça peut faire mal des fois. Mais après, en même temps, faut voir le gain que ça représente. Oui, j'allais te Ouais. demander parce que du coup, c'est pas très motivant quand je Oui, pense. parce qu'au contraire, il y a énormément à gagner. Ouais. Si on prend dans le champ de la santé, on sait qu'avoir de fausses représentations, de fausses croyances, Mmh. ça peut être extrêmement délétère, extrêmement, négatif. Exemple, adhérer à des choses qui n'ont pas de sens, on pourrait penser que c'est pas si grave que ça, que Mmh. ouais, ce truc qui me paraît exister, oh, au pire non, ben, en fait non, parce que ça peut induire des retards de diagnostic, donc Ouais. du coup des retards de soins, Mmh. des pertes de chance parce que plus on attend avant de trouver ce C'est qu'on ça a, grave, plus j'imagine. ça peut s'aggraver Mmh. et même ça peut aboutir à des décès. Ouais. Je vais donner un exemple, Steve Jobs. Oui, j'avais le Tu même connais, exemple voilà, en tête, c'est oui. ça. Bah, en fait, qui est le créateur d'Apple. Ouais. En fait, lui, il est mort d'un cancer du pancréas, après, avoir tardé Ouais. à se soigner par un traitement conventionnel, Parce qu'il alors a que testé des médecines douces, c'est c'est ça, au ça. départ? Il a voulu tester quelque chose de plus doux au niveau Mmh. de la nutrition et tout, alors qu'en fait, c'est pas plus doux, c'est hyper violent dans le sens où regarde, ça lui a rien apporté en termes Ouais. d'efficacité et au stade où il a été diagnostiqué, son cancer était totalement, il était Ça possible de pouvait le être prendre en charge soigné. et de le guérir. Ouais. Et là, il a perdu la vie. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est un cas qui est très marquant parce que c'est quelqu'un de connu et cetera, Mmh. mais en fait, Et qui était si on éduqué en regarde plus, hein, parce que oui, souvent on peut croire que ces personnes, qui prennent ce genre de décision, peut-être qu'elles savent moins et cetera. totalement, c'est Là, en ça. l'occurrence, Ouais et ça que peut toucher tout le monde. ouais, c'est ça. Les Mmh. statistiques, en fait, nous montrent que oui, il y a plus de morts, il y a plus de problèmes quand on va vers,
les thérapies non conventionnelles. Et les gens peuvent penser que ça fonctionne ou que on n'arrive pas trop à montrer, mais il y a quand même quelque chose qui marche. Non, en fait, non. Donc, tu vois, avoir une vision juste dans le champ de la santé, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de pourquoi, etc. Au-delà du fait qu'on se fasse plaisir à penser, ah, ça fonctionne, c'est beau, j'ai le contrôle. C'est ça, en fait. Ce qui va nous séduire, c'est l'illusion de contrôle. Et aussi, parce que ça va être tellement joli comme histoire, le storytelling qui va avec, hein. Tu vas, je sais pas, alors là, je vais caricaturer, mais réaligner tes chakras, etc. Mais tu peux aussi avoir des gens qui vont me dire, par la respiration, j'ai plus de contrôle. Non, mais en fait, tu peux avoir des illusions de contrôle. Donc ça, voilà, avec des conséquences dans le champ de la santé. Tu parlais de l'intelligence. Effectivement, on peut être très intelligent et être dans l'erreur. Parce qu'en fait, ce qui va faire qu'on va éviter de faire des erreurs, c'est pas le fait d'être intelligent ou pas. C'est le fait d'avoir des éléments qui relèvent de l'esprit critique ou pas. Une prise de décision rationnelle aussi. Parce qu'en fait, l'esprit critique, regarde, j'aime bien utiliser souvent cette image-là. Être intelligent, ça consiste à raisonner un peu plus vite, on va dire, que les personnes un peu moins intelligentes. Mais le problème, c'est que si tu raisonnes sur la base d'un pool d'informations, mais qui n'est pas le bon, parce que tu n'as pas toutes les connaissances nécessaires de départ, tu ne pourras dans tous les cas pas tirer les bonnes conclusions. Donc, il faut non seulement avoir toutes les connaissances nécessaires, donc beaucoup plus, mais tu dois aussi en plus disposer de critères de tri qui te permettent de hiérarchiser ces connaissances entre elles pour savoir celles que tu élimines ou pas. Et du coup, si on compare une personne très intelligente, mais qui n'aura pas développé son esprit critique, à une personne moins intelligente, mais qui l'aura développé, en fait, la personne moins intelligente, elle parviendra plus rapidement au bon résultat que la personne intelligente. Alors, j'avais envie de te demander de me partager cette métaphore de la méduse dont tu m'as parlé tout à l'heure. Oui, ben ça, effectivement. Alors, j'ai un ami qui s'appelle Hervé Cadieux, que j'aime beaucoup, qui peint, et en fait, auquel j'avais demandé s'il pouvait me peindre de jolies méduses pour illustrer, en fait, mon deuxième livre qui sortira bientôt, qui s'appellera Complotisme et manipulation. Qui est aussi en fait, qui est un peu une extension aussi du premier livre parce qu'en fait on nous parle d'esprit critique, en fait des ressorts qui peuvent nous amener finalement presque un peu tous à adhérer à de fausses croyances complotistes. Ouais, c'est ça important, je pense, de répéter que c'est pas forcément les personnes plus ignorantes ou moins intelligentes qui peuvent tomber là-dedans. Oui, parce qu'en fait, le complotisme, il va se nourrir de fausses croyances également, en fait. Un truc tout bête, mais si tu penses que ceux qui pensent que la Terre est plate sont juste des imbéciles, déjà tu les juges et tu sous-évalues. Tu leur mets une étiquette. Ouais, tu leur mets des étiquettes qui ne sont pas très sympathiques. Et puis, en fait, c'est ne pas connaître la complexité des arguments qu'on leur a présentés et qui, pour certains, les ont amenés à être convaincus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu te crois toi-même protégé de ce genre de choses, etc. Alors qu'en réalité, on peut par exemple te faire peur en te disant, on va se faire envahir par telle population, ou alors si on te dit les politiques sont tous corrompus, etc. Et le problème, c'est que toi, tu vas peut-être trouver de petits éléments. Ça se base sur auxquels tu crois. Voilà, il y a des parts de vérité, mais du coup, comme la vérité se mêle au mensonge, en fait, tu peux quand même basculer, adhérer à des idées de ce type. Et en fait, par des discours comme ça qui peuvent te séduire, si tu n'es pas capable de détecter les éléments qui sont problématiques, avec l'exercice de ton esprit critique, et donc des connaissances là encore, de la hiérarchie, comprendre de façon plus globale tout ce qui se passe, etc. Tu risques de tomber dedans. Sachant que derrière complotisme, il y a beaucoup de manipulation, il y a énormément d'argent en fait, parce qu'il y a des gens qui veulent, par exemple, on va des fois dénigrer le gouvernement parce qu'on souhaite soi-même accéder au pouvoir. Oui, il y a des intérêts derrière. C'est ça. Donc tu peux avoir d'ailleurs, ce qu'on a pu observer, c'est que l'extrême droite, c'était pendant la crise Covid extrêmement alliée à tout ce qui relève des dérives, au fait d'être anti-vax, etc. Pour pouvoir spécifiquement fragiliser le gouvernement, mais c'était une stratégie électorale aussi, tu vois. Donc bon,
Oh, et donc ce bouquin, La on parlait méduse. des méduses, c'est ça. Et en fait, et alors pourquoi la méduse? Parce qu'en fait, donc ce que j'ai énoncé, c'est que ouais, donc le complotisme s'appuie également sur de fausses croyances Mmh. délétères. Et les fausses croyances, certaines peuvent nous paraître très séduisantes au premier abord. Hein. Le fait de dire ah ouais, mais tu comprends, moi, je suis Mmh. hypersensible. Ouais. En fait, on pourrait aussi le voir comme quelque chose de valorisant, dire Mmh. mais moi, je capte tellement de Ils signaux sont spéciaux, auxquels en les fait. autres ne sont pas sensibles. Enfin, Mmh. je suis hypersensible. Tu vois, bon. Donc, et donc ça peut paraître séduisant au premier abord, ça peut paraître doux, mais en réalité, quand tu penses à la méduse et que tu vois un peu tous les filaments qu'il y a juste en Mmh. dessous, quoi, dans les profondeurs, Caché. ouais, c'est ça. Tu peux te faire électrocuter, tu peux te brûler, tu peux te noyer, tu Mmh. peux faire plein de trucs, quoi. Et donc voilà, il y a un côté beaucoup plus sombre qu'on n'appréhende pas et malheureusement, bah, voilà, s'approcher du coup trop près des méduses, en fait, moi, bah, je vois ça sur les réseaux sociaux, enfin, en plus des statistiques et des connaissances que j'ai sur le sujet, mais vraiment beaucoup de gens qui ont énormément souffert d'avoir, des fois adhéré à de fausses croyances Mmh. parce que, malheureusement pour eux, ils ont aussi, subi, le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'au moment où déjà voilà avec des conséquences et négatives et puis voilà et des fois c'est tardif, puis des fois ils ont perdu du temps, enfin Ouais. ouais, même dans la connaissance d'eux-mêmes, enfin ils ont mis du temps à ils étaient pas bien, ils trouvaient pas pourquoi et qu'est-ce que si et ça, enfin on les avait amenés dans de mauvaises directions. Mmh. Donc il faut se méfier Des méduses. des fausses croyances, c'est ça. Il faut essayer de repérer, Mmh. le plus tôt possible en fait, donc le mieux en fait c'est peut-être, de se protéger avant, Oui, faire plutôt la que de prévention. subir les conséquences et de Mmh. se rendre compte après coup qu'on a été, les Manipuler. cibles de ouais, Ouais. plein de choses. Il y a Du pas que de la manipulation d'ailleurs, hein, Ouais. parce que tu peux avoir des gens qui croient à ce qu'ils disent et du coup tu dis: «Mais non mais, Oui, ils sont sincères, ils en sont fait. Ouais. sincères ou ils se l'appliquent à eux-mêmes, Ouais. donc ça peut pas être mauvais, Oui. et puis ils disent que ça marche. Alors attention aussi là encore à l'expérience personnelle, sur quelle preuve, comment, pourquoi. Mmh. Donc il faut pas penser non plus que le mal ne se trouve que dans des intentions mauvaises. Ah oui, oui, bah, c'est clair. C'est un piège énorme. Et du coup, si on essaie de finir, de conclure sur une note un peu plus positive, si on reprend notre histoire, d'étiquette, donc, si je reformule, tu disais que voilà, on a quand même cette possibilité de reprendre, le contrôle sur nos étiquettes par l'action et voilà, que ça pose des étiquettes, plus positives si on le souhaite. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, là-dessus? Ouais, alors c'est vrai que ça peut être très déstabilisant, mais en fait, le fait de savoir comment on fonctionne, on a besoin en permanence de donner du sens, Ouais. de rationaliser Mmh. et ça, c'est vraiment très spécifique, à nos modalités de raisonnement, de fonctionnement. Donc, le savoir, soyons humbles aussi Mmh. parce que, hem, bah, ceux qui des fois sont, comme ci ou comme ça, bah, eux-mêmes ont peut-être été, conditionnés. Mmh. Heu, Ce qui peut nous amener à réfléchir, c'est voir, enfin, les étiquettes dont on a été j'allais dire les récipiendaires. Ouais. Hem, ben, celles qui ne nous conviennent pas, ça peut être sympathique de se demander si on est obligé De de les vivre avec, garder. de Ouais. les conserver. Après, c'est vrai que, enfin, l'idée, c'est pas de dire: «Non, mais moi, je suis, je sais pas moi, j'ai les capacités d'un pilote de chasse». Donc il faut tenir compte aussi de la réalité, des comportements qu'on est capable de mettre en œuvre et il faut pas vivre non plus dans l'illusion. Mais Oui. par contre, voilà, mettre en place les comportements qui nous permettent d'acquérir, Mmh. des qualités, des traits de personnalité peut-être encore différents parce que la personnalité, on sait que c'est quelque chose d'assez stable dans le temps, mais au départ, ça s'est quand même construit Mmh. et on sait aussi que ce sont des choses qui peuvent évoluer quand on travaille dessus. Ouais. Donc une des raisons pour lesquelles c'est quand même très stable dans le temps, c'est que les gens y croient. Mmh. Mais tu vois, si justement tu dis: «Bon, bah, là, Tu remets en moi, question. ça ne me convient pas complètement, j'aimerais bien changer des trucs», on peut le faire. OK. Et donc paradoxalement, cette humilité, Mmh. savoir que justement, heu, on n'est pas, si fort que ça dans ce que nous sommes, c'est Mmh. déterminé, ça tient de notre inconscient. Cette humilité-là, se rendre compte à quel point on est malléable, Mmh. manipulable, mais ça peut nous redonner du contrôle OK.
Parce que quand tu sais comment ça fonctionne, ben, tu peux aussi, du coup, t'emparer Ouais. de ces modalités de fonctionnement pour arriver peut-être à te modeler toi-même Ouais, direction dans un plus, sens qui te satisfait davantage. Et je le dis quand même encore, c'est en gardant les pieds sur terre. Hein. Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire non, écoutez-moi, voilà, avoir des prétentions qui ont aucun rapport, aucun sens. Enfin, et ça permet aussi, même éthiquement, de faire attention à la façon dont on qualifie les autres, dont on les juge, Ouais. parce qu'on touche aussi à leur liberté quand on vient comme ça leur apposer des étiquettes, Parfois soit sans même les aléatoirement, connaître. soit voilà, Ouais. en jugeant un peu vite, ou même à faire quand même toujours très, très attention, quoi. On oriente, et même si la personne semble ne pas être impactée, ça peut quand même avoir des impacts forts. Et il y a des étiquettes d'ailleurs très positives, hein. Enfin, tu vois? Quand il y a un enseignant qui dit: «Vous, vous êtes quelqu'un de bien, vous irez loin». Là, ça pourquoi pas, tu vois? Voilà, ça fait du bien des étiquettes de ce type, mais Est-ce voilà. que ça peut pas mettre la pression aussi? Si, ça peut mettre la pression, ça peut même être pire que tout, parce que tu peux même te dire: «Bon, bah, c'est J'ai bon, pas été assez loin, j'ai du coup. atteint», non, mais même tu peux te dire: «J'ai atteint le paradis, là, ça y est, c'est bon, j'ai plus besoin de rien d'autre, j'ai reçu, l'assentiment de grand chef, Oui. et je peux mourir maintenant», Ouais. tu vois? Et du coup, tu vas plus déployer aucun effort pour rien prouver à personne. Donc oui, voilà, c'est ça. Enfin, en fait, mais tu vois, voilà, il y a des choses qui peuvent aider, d'autres moins, et comme tu le soulignes, des fois, faut réfléchir à un peu plus encore, plus loin, Ouais. quant à l'impact de ce que nous disons et de ce que l'on entend Ouais. peut avoir sur nous, sur les autres, et cetera. En tout cas, voilà, prendre conscience de ces étiquettes, ça peut aider, à faire ces choix-là. Et peut-être même un petit détail, le fait enfin, ce qui est terrible, c'est que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas soi-même, on peut quand même en être victime. Ouais. Exemple, si des recruteurs veulent, recruter sur la base de ton signe astrologique, Oui. toi, tu as rien demandé, mais si tu n'y crois pas, tu vois? Mais sur la base de ta date de naissance, ils peuvent faire des choix qui vont relever, en fait, après derrière de la discrimination, Ouais, quoi. ça c'est même, C'est c'est terrible. contre la loi. Eh oui, tu vois? Mais Ouais. et en même temps, il y en a qui, il y a des pratiques qui ont été, questionnées de façon anonyme, et il y en a certains qui effectivement, s'inscrivent dans cette direction-là. D'où la nécessité d'essayer peut-être de sensibiliser aussi autour de soi. Moi, c'est ce que je préconise aussi, hein, à cette question des fausses croyances, parce qu'en fait, on a à y gagner et à y perdre Ouais. collectivement, Ouais, en tant que pas société. qu'individuellement. Ouais. C'est ça, Mmh. en fait. Important à garder en tête, effectivement. Et ben, je te remercie beaucoup, Séverine. Merci beaucoup. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Je suis très intéressée d'avoir vos avis en commentaire, et s'il vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lui donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour que d'autres puissent la trouver facilement et en profiter également. Vous contribuez de cette manière, vous aussi, à l'activation de nos esprits critiques, alors merci pour votre aide. N'oubliez pas de télécharger, si vous le souhaitez, les fiches récap en description de cet épisode. À bientôt!